Bonjour Arnaud Royston. Bonjour Pierre-Yves. Un sujet pour le moins polarisant, au sujet aujourd'hui de votre invité. Effectivement, notre invité c'est David Clarinval, député MR et membre de la commission sécurité nucléaire, sous-commission à la Chambre. Bonjour. Bonjour. Alors David Clarinval, vous étiez hier dans cette séance extraordinaire de la commission qui a écouté Jan Bens, le patron de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, qui est venu s'expliquer sur les derniers incidents à Tihange, le fait d'ailleurs qu'une partie de la centrale, qu'un réacteur de la centrale Tihange 3 soit à l'arrêt pour cause d'incidents en ce moment. Et Jan Bens a eu ses propos, notamment hier devant la commission. Il parle de problèmes de culture de la sécurité à Tihange, d'une sorte même d'autosuffisance qui s'est installée au sein du personnel. Est-ce que ça vous a rassuré, ces propos du patron de l'agence de contrôle ? En effet, il a parlé notamment, il a pris le terme de nonchalance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, précisons bien les éléments. Il faut savoir que depuis le mois d'avril 2015, à Tihange, que ce soit Tihange 1, 2 ou 3, nous avons rencontré 6 ou 7 événements. On ne peut pas dire que ce soit des incidents parce que les termes ont de l'importance, et ces événements ont été classés sur l'échelle INES. Donc l'échelle INES, c'est une échelle qui permet de classer les événements nucléaires sur la gravité qu'ils ont pu occasionner. Donc l'échelle commence au point 1 et se termine au point 7 avec Fukushima. Et donc sur les 6-7 événements que nous avons rencontrés, 3 ont été classés hors échelle INES, donc INES 0, 4 ont été classés en INES 1. Je vous passe les détails, mais en fait, ce sont simplement, la plupart du temps, des procédures qui n'ont pas été respectées, notamment pour la durée pour remplacer une vanne ou la procédure pour éjecter des boues dans la Meuse. Donc, ce ne sont pas des événements qui sont dangereux, mais c'est cette succession d'éléments et de cette nonchalance dans le fait que l'on ne respecte pas les procédures pour toute une série de choses qui est inacceptable et qui est exceptionnelle. Donc, on n'a jamais eu une série aussi longue et on n'a jamais eu et on ne peut pas tolérer qu'il y ait donc cette nonchalance à l'égard des événements nucléaires à Tihange. Sans conséquences graves, effectivement, vous l'avez dit, mais effectivement, la nonchalance, quand on parle de nucléaire, c'est tout de même assez problématique. On a vu que la FCN, l'agence de contrôle, a même adressé un projusticia au parquet de Oui, c'est qu'elle a quand même jugé qu'il y avait vraiment un problème. On sait qu'il y a des membres du personnel qui se sont vus retirer leur agrément, qui vont devoir maintenant repasser des formations. C'est quand même un peu inquiétant quand on sait toutes les questions que pose aujourd'hui la sécurité nucléaire, avec des centrales qui sont elles-mêmes vieillissantes, avec des réacteurs qui sont à l'arrêt pour cause de micro-fissures et dont on ne sait toujours pas très bien s'ils vont redémarrer. Est-ce que vous comprenez que le citoyen puisse avoir un peu peur aujourd'hui de voir comment le nucléaire est géré chez nous, David Clarinval ? Je peux comprendre quand on a une vision globale des événements, que l'on puisse avoir peur, mais il faut aussi bien expliquer les choses. Par exemple, les événements dont on parle, l'arrêt de Tihange 3. Tihange 3, c'est le réacteur le plus jeune, donc ce n'est certainement pas un problème de vétusté. Les fissures qui ont fait la une de l'actualité pendant plus d'un an sont sur 2 réacteurs qui sont actuellement arrêtés. Donc les événements qui se passent depuis le mois d'avril ont lieu sur d'autres réacteurs. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a pas de fissures sur Tihange 3. Donc quand on analyse les choses, il faut être très attentif au fait que le plus important quand on parle de sécurité, de sûreté, c'est que le personnel soit très attentif au respect des procédures. Parce qu'il y a plusieurs barrières de sécurité. Il y a évidemment les barrières de procédure, la gestion par le personnel et la hiérarchie, mais il y a aussi toute une série de barrières techniques. Et puis il y a le contrôle de l'agence. Aujourd'hui, on constate que les contrôles techniques ont bien fonctionné, on constate aussi que l'agence a bien travaillé. Parce que si on parle aujourd'hui de tous ces événements-là, c'est parce que nous avons une agence qui est en totale transparence, qui avec une grande compétence et avec la fermeté suffisante que pour pouvoir dire à Electrabel, attention, je tire la sonnette d'alarme. Ici, succession de petits événements, certes pas dangereux, mais importants. Et donc, vous devez prendre des mesures. Et il y a eu des sanctions, puisque des licences ont été retirées, un PV a été dressé, et l'obligation pour Electrabel de dresser un plan de formation, un plan d'action pour permettre à l'ensemble du personnel, pas seulement à Tihange, parce qu'on peut parler de Doul aussi, de devoir se remettre à niveau pour que cette culture de sécurité revienne vraiment à la pointe du débat.
Mais vous parlez de Doel, je voudrais revenir sur un autre élément qui concerne Doel 4 en particulier, le réacteur. On ne sait toujours pas aujourd'hui, David Clarinval, qui est à l'origine de ce sabotage qui, il y a tout juste un an, avait mis le réacteur carrément à l'arrêt et qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves. Ça aussi, c'est inquiétant, le fait qu'on ne sache toujours pas comment a pu se produire un tel événement sur un réacteur, là aussi, relativement jeune, celui de Doel 4. Alors, Doel 4, c'est une autre histoire. Doel 4, là, il y a un acte de malveillance. Autant, jusqu'à présent, les éléments dont on parle, ce sont ceux de la nonchalance. Ici, pour Doel 4, un réacteur, un des plus jeunes réacteurs aussi, là, c'est de la malveillance. Il y a eu un sabotage qui à l'heure d'aujourd'hui, n'a toujours pas été élucidé selon nos informations. Il faut savoir... On a fait même passer maintenant, on commence à faire passer les membres du personnel au détecteur de mensonges. Voilà, donc en fait, quand il y a un acte de sabotage, là, on passe dans un autre registre, c'est la sûreté de l'État et le parquet, la justice, qui doivent évidemment trouver le saboteur. Et en l'occurrence, moi je ne suis pas informé de ce que le parquet mène comme enquête, mais quand on lit la presse et quand on écoute les informations au niveau de la sous-commission nucléaire, on constate en effet qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui ont été isolées, en tout cas repérées, et qui aujourd'hui font l'objet d'une enquête approfondie. Évidemment, ces personnes ne peuvent plus entrer dans la centrale, c'est évident, mais en plus, on les cuisine avec des détecteurs de mensonges et autres pour détecter le ou les saboteurs. Mais pour le moment, on n'a toujours pas trouvé. Alors, moi je reviens à ma question, David Clarinval. Il y a la question de sécurité, de l'inquiétude que peut avoir le citoyen en voyant la liste de tout ce qu'on a évoqué ici. Et puis il y a la question aussi de la sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'on aura assez d'électricité cet hiver ? Pour le moment, seulement 2 réacteurs sur 7 tournent. Alors il y a la prolongation de Doel 1 et 2 qui a été décidée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit assurée, puisqu'il faut encore un rapport en matière de sécurité de l'Agence fédérale de contrôle. On pourrait avoir des recours, et on sait que le Conseil d'État a expliqué qu'il y avait quand même quelques failles dans la procédure, justement, qui a conduit à ce redémarrage, à cette prolongation de Doel 1 et 2. Alors, est-ce qu'on peut vraiment compter sur le nucléaire pour être sûr d'avoir assez d'électricité cet hiver ? Donc, tout d'abord, moi je dis... Quand je constate la manière dont on gère les choses, je suis rassuré parce qu'en effet, l'agence, mais aussi toutes les structures mises en place font leur travail et détectent les événements et tout est traité de manière admirable. Donc, il faut être rassuré à cet égard. Pour répondre à votre question par rapport à la prolongation, donc aujourd'hui, nous sommes en été et donc nous sommes dans une phase de consommation d'énergie qui est moindre qu'en hiver. Donc, c'est finalement un moment où Electrabel, par exemple, met à profit pour entretenir certains réacteurs et d'autres. Mais l'enjeu, c'est de cet hiver, effectivement. Et est-ce qu'on aura alors assez d'électricité, vu les points d'interrogation que je viens d'énoncer ici ? Donc, si l'hiver venait à être rude, donc c'est tout le débat sur la dureté de l'hiver. Si on a un hiver qui est relativement calme comme l'année dernière, alors il n'y a pas de souci. Si l'hiver est rude, alors il y a tout le débat sur le plan de délestage. De délestage, voilà, merci. Mais bon, pour répondre à la question très clairement, nous ne prolongeons pas les 2 centrales Doel 1 et 2 pour le plaisir. Il faut savoir que si nous n'avions pas prolongé ces 2 centrales, aujourd'hui, il y aura encore une centrale de moins qui tournerait. Donc, et l'autre centrale, c'est-à-dire Doel 1 et Doel 2, vont probablement redémarrer pour cet hiver. Donc, moi, je pense que nous avons fort heureusement pris la décision de prolonger ces 2 centrales, sinon nous aurions encore des problèmes bien plus importants pour cet hiver. Il reste quelques formalités administratives, mais... Les formalités administratives, c'est quand même un contrôle pour savoir si les mesures de sécurité sont suffisantes, et puis c'est des recours qui pourraient aboutir. Quand on a en plus des avis aussi négatifs que ceux-là du Conseil d'État, c'est pas assuré quand même qu'on aura Doel 1 et 2 pour cet hiver, David. Pour le moment, Doel 2 tourne. Donc Doel 2 tourne aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi il ne tournerait pas cet hiver si on a assez de carburant. Pour Doel 1, en effet, il y a la problématique du Conseil d'État, mais ça c'est un problème juridique. Moi, je suis persuadé que l'option que le gouvernement a prise au travers de la ministre, et donc toutes les options juridiques sont les bonnes, et je ne vois pas pourquoi on devrait, en tout cas pour ces raisons-là, ne pas avoir Doel 1 cet hiver. Mais si on a pris la décision de prolonger le nucléaire, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il faut de l'électricité en hiver, donc il faut de l'électricité en quantité, mais il faut aussi une production constante, parce que vous savez que les énergies vertes, malheureusement,
vu l'impossibilité, ou en tout cas à des prix raisonnables, de stocker l'énergie qui est produite par les éoliennes ou par le photovoltaïque, il faut donc une base qui est produite par les centrales nucléaires. Et donc, il faut surtout pouvoir compenser l'intermittence. Voilà, c'est pas le nucléaire qui permet le mieux de compenser l'intermittence. Non, mais, oui, c'est le gaz qui compense l'intermittence. Mais si vous n'avez pas une base, vous ne pouvez certainement pas pouvoir avoir la quantité en suffisance. Et puis, il faut un prix, parce qu'on l'oublie, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'électricité les centrales nucléaires prolongées, c'est l'électricité la moins chère. Et donc, quand on voit que le photovoltaïque coûte 500 millions d'euros chaque année à la région wallonne, en région wallonne, on peut aussi s'inquiéter d'avoir de l'électricité à un prix correct. Et il faut un mix énergétique équilibré. Donc, simplement pour conclure, oui, parce qu'on est il faut donc un mix énergétique équilibré avec du nucléaire et avec les autres formes d'électricité qui produisent chacun leurs avantages, mais aussi malheureusement leurs inconvénients. Merci David Claraval, on poursuivra avec vous et les auditeurs tout à l'heure. Effectivement, à 8h40 avec ce débat, 7h53 sur la première. Dans quelques instants, la séquence environnement, le climat et moi. À tout de suite. Matin première, jusqu'à 9h. Imaginez,